Bienvenue à tous pour notre 6e Visio Flash. Et donc, le sujet du jour, c'est favoriser une agriculture durable et locale et durable, en agissant sur le foncier. On est bien d'accord qu'on ne va pas vous présenter comment collaborer, contribuer à l'installation agricole du point de vue des paysans, mais bien du point de vue des collectivités, comment les collectivités vont pouvoir favoriser cette agriculture sur leur territoire et le lien avec le foncier, les moyens d'action, les enjeux dans lesquels elle peut agir. Et surtout, nous allons nous baser pour cette présentation-là sur de nombreux exemples. Vous avez été nombreux et nombreuses, les collectivités, à travailler sur ce sujet-là. Et donc, je vais vous présenter sous couvert d'un déroulé la présentation et les exemples qui ont pu être mis en place. Je vous présente déjà le sommaire pour que vous ayez un petit peu déjà l'idée de quoi on va parler exactement. Donc, je vais vous rappeler un petit peu les enjeux autour de la question de l'agriculture et puis les objectifs qu'on a pu repérer chez les élus et les collectivités autour de cette question-là. Ensuite, quelques points méthodologiques sur la construction du projet. Je vais rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les différentes approches possibles, en tout cas les différentes approches qu'on a pu répertorier parmi les retours d'expérience des collectivités. Un premier qui est autour vraiment de la faciliter l'installation agricole sur du foncier privé. Un deuxième, un peu différent, où les collectivités vont développer, initier un projet agricole sur un foncier qui lui appartient. Et puis enfin, en toile de fond, comment pérenniser la vitalité agricole du territoire un peu au sens large. J'essaierai de vous résumer les grandes clés de réussite d'un projet et puis les points d'intention, les points de vigilance qui ont pu être repérés. Et puis enfin, vous rediriger vers les ressources pour aller un peu plus loin si cette thématique vous intéresse. Donc, concernant les objectifs et les enjeux, pourquoi les élus s'intéressent-ils à l'activité agricole? Et puis, quels sont les objectifs qu'ils vont viser à travers un projet qui sera développé? L'enjeu clairement identifié se situe au niveau de la résilience d'un territoire. On a pu identifier qu'il y a des enjeux autour d'un développement économique, comment on fait travailler le territoire, comment on va soutenir une activité économique sur son territoire. Un enjeu social, comment on fait vivre des dynamiques. Voilà, ce sont des projets qui peuvent être des supports de sensibilisation des habitants, des supports d'animation, des supports de projets sociaux et d'insertion. Bien évidemment, en parlant d'agriculture durable, on va aussi être sur une notion et un enjeu d'environnement. Comment protéger l'eau, les sols, l'air et puis les paysages. Et enfin, presque surtout, un enjeu de résilience alimentaire. Comment encourager cette production alimentaire, donc nourrir les habitants qu'ils soient soit par le biais de la restauration collective, les enfants, les EHPAD, mais aussi de manière générale nourrir les habitants d'un territoire et comment on peut agir sur cette activité agricole avec en toile de fond cet objectif de pouvoir nourrir ses habitants. Parmi les objectifs des élus, voilà, donc en tout cas, je vous ai déjà présenté les 4 premiers grands enjeux. Il se trouve qu'on a aussi des objectifs qui sont très, très transversaux. Donc, je vous ai mis un nuage de mots en reprenant un peu les points, les éléments clés et saillants en fait, des objectifs. Et puis, on voit, voilà, la notion alimentation est très, très importante, la question durable, la question territoire, la question d'approvisionnement. En tout cas, les objectifs des élus reflètent vraiment tous ces éléments-là. Favoriser l'autonomie alimentaire sur son territoire, améliorer, sécuriser l'approvisionnement de la restauration collective, garantir une alimentation saine et durable pour tous, travailler à l'éducation alimentaire auprès des habitants et des enfants, encourager le lien social, encourager des actions de solidarité autour de l'alimentation, contribuer et puis valoriser à l'identité paysanne d'un territoire. Voilà, et 3 petits points, parce que les objectifs qu'on peut retrouver dans ces projets-là sont nombreux, mais vous voyez bien qu'ils sont larges et ils sont surtout transversaux. Quand on va vouloir construire un projet autour de la démarche agricole, je vais vous reprendre rapidement quelques grands éléments qui sont propres en fait à la réussite d'un projet.
quel qu'il soit en fait, mais propre en tout cas à la réussite d'un projet agricole, ça va être de bien définir ses objectifs en amont, en équipe municipale, et puis d'arriver à pouvoir les partager. D'où cette notion de gouvernance, avec qui on va travailler pour construire son projet et avec qui on va l'étayer et le faire piloter. En l'occurrence, à Plouguerneau, ils ont la spécificité d'avoir un PAT, donc plan alimentaire territorial communal, et donc ils ont créé plusieurs instances pour pouvoir gouverner en fait et piloter ce projet-là. Le comité de pilotage qui est composé d'élus et d'agents, d'associations, de producteurs, on voit au sens large. Un comité de suivi qui est plus restreint, qui est composé du maire et puis des élus qui sont principalement dédiés à cette question, et puis les agents qui sont au quotidien sur ce sujet-là. Et enfin, un comité de production qui est beaucoup plus large et qui va intégrer en tout cas une multiplicité d'acteurs. On voit qu'il y a trois instances, et sur laquelle ils ont rajouté des instances un peu parallèles, notamment une commission restauration collective et enfin un groupe de travail précarité alimentaire. Donc on voit bien qu'à travers un projet assez large, on vient trouver et imbriquer une multitude d'acteurs, et c'est ça qui favorise la réussite d'un projet. Au-delà d'associer les élus, les agents, les partenaires, ne pas oublier dans ce type de projet de bien impliquer le monde agricole, parce que le monde agricole est existant et très présent sur vos territoires. Et il semble vraiment important de pouvoir travailler main dans la main avec les agriculteurs qui connaissent leur métier, qui connaissent le foncier, qui connaissent les rouages, et pour aussi proposer des projets qui soient en appui à leur activité et non pas en concurrence. L'activité agricole est aussi une activité spécifique, un monde spécifique, et il convient aussi à chacun de s'acculturer aux enjeux, en tout cas de l'activité et du monde agricole. Et pour cela, il y a plusieurs partenaires ou d'organismes de développement agricole qui proposent des formations de sensibilisation aux élus, aux questions agricoles, aux questions et aux enjeux du foncier agricole. Et en tout cas, on vous encouragerait plus que jamais à aller vous acculturer pour bien comprendre les spécificités de ce monde-là. Et puis, dans la réalisation de vos projets à proprement parler, voilà, aussi vous entourer de ces partenaires-là qui proposent et disposent de prestations, d'outils pour pouvoir vous accompagner. Alors là, j'en ai cité quelques-uns. Je parlerai un peu plus tard de l'exemple du projet de l'Envallée qui a fait appel à 3 structures différentes, agriculture paysanne, la Maison de la Bio et Terre de Liens pour son projet. Et Saint-Georges-de-Rétambeau, elle a fait appel au réseau des CIVAM et à la Chambre d'agriculture. C'est pour vous montrer que là, on exemple de 2 exemples, il y a déjà eu 5 partenaires qui ont été sollicités. Et enfin, pour réussir son projet, s'appuyer sur les plans alimentaires territoriaux, dont je vous ai rapidement parlé, et pour lequel je vais faire un petit zoom, parce qu'il semblerait vraiment que ce soit l'outil à votre disposition pour pouvoir mettre en place des projets autour de l'agriculture. D'ailleurs, certains PAT s'appellent aussi PAAT, donc pour plan alimentaire et agricole de territoire. Et ça montre bien que la question alimentaire et agricole vont se retrouver ensemble dans un grand plan et des grandes actions pour pouvoir mettre en corrélation la question alimentaire et la question agricole. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours sur les PAT. De nombreuses collectivités sont couvertes par des PAT, que ce soit à l'échelle principalement des EPCI, parfois des pays, parfois de parcs naturels régionaux. Et il se trouve, et là vous avez les citations de 2 élus qui émanent en fait de PAT communaux, donc Plouguerneau et l'île de Bréhat. Alors c'est très spécifique et c'est sur un tout petit territoire. En tout cas, quelle que soit l'échelle, ça permet les PAT de mettre en corrélation ce qui existe sur un territoire en termes d'alimentation, en termes de production agricole, en termes de besoins alimentaires. Et donc, ça semble être vraiment le cadre pour pouvoir accompagner ces projets-là. Enfin, pour pouvoir réussir un projet et pour pouvoir le démarrer, effectivement, il faut savoir d'où on part et puis ce qu'on cherche. Donc, toujours cette phase de diagnostic et d'identification des besoins. Il y a un diagnostic très, très important autour de la connaissance du foncier. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe sur le territoire, donc territoire que ce soit communal ou intercommunal, voire peut-être plus large,
qui sont les agriculteurs qui travaillent sur ce territoire-là, que font-ils, est-ce que ce foncier est loué et appartient à la collectivité qui appartient à l'agriculteur qui s'en occupe. Repérer aussi peut-être les terres qui, à terme, seront disponibles dans une perspective de renouvellement des générations agricoles, donc une perspective de cession et de transmission de fermes. Je sais qu'à Plessé, par exemple, ils ont cartographié le foncier sur leur territoire pour pouvoir mieux comprendre et savoir où sont les enjeux. Il y a une deuxième diagnostic à la hauteur de l'identification des producteurs, qui sont les producteurs présents, et surtout, quelles sont les productions qui sont faites localement, et donc identifier là, qu'est-ce qui est produit localement. Et puis enfin, le mettre en lien avec la projection des besoins alimentaires qu'on peut avoir. Donc ça peut être les besoins au sein de sa restauration collective, mais aussi qu'est-ce qui est consommé ou qu'est-ce qui aurait besoin d'être consommé à l'échelle de ma commune, de ma collectivité. Je fais un petit zoom sur l'exemple d'Oré, qui a estimé les besoins pour sa restauration collective, qui a fait une enquête auprès des producteurs locaux en disant qu'est-ce que vous produisez et qu'est-ce que vous pourriez nous fournir. Et elle s'est rapidement aperçue que la production locale était insuffisante pour couvrir ses besoins, en tout cas la production locale qui était prête à lui être fournie. Et donc, on va le voir un peu plus tard, mais elle va envisager d'acquérir du foncier pour pouvoir répondre à cette demande-là. Donc, quand on a tous ces constats-là, on a identifié ses besoins et ses objectifs, on a plusieurs façons de pouvoir entrer dans le sujet. Ce n'est pas exhaustif. On a mis du temps à pouvoir élaborer ce petit schéma. En tout cas, c'est pour vous montrer qu'il y a différentes entrées qu'on a identifiées. Et si vous en avez d'autres, vous pourrez témoigner à terme pour pouvoir nous les partager. La première est justement de pouvoir agir en tant que collectivité sur l'installation agricole sur du foncier privé. C'est-à-dire que la collectivité ne va pas agir sur le foncier en tant que tel, mais elle va faire en sorte de permettre à ce qu'il y ait une activité agricole sur son territoire. On a identifié deux façons de faire. La première qui va être de mener une politique foncière, je vais vous le détailler juste après, et une deuxième qui va être des actions de soutien direct aux porteurs de projets et faire en sorte qu'ils puissent développer des projets. Une deuxième type d'action, c'est quand la collectivité va vouloir développer un projet sur son propre foncier. Et donc, elle va devoir choisir qui va porter cette activité agricole ensuite. Soit elle peut faire le choix de porter son activité agricole, ce qu'on va appeler la régie agricole. Et puis, sinon, elle peut faire aussi le choix de déléguer cette activité à un agriculteur, à un porteur de projet. Donc tout ça, voilà, je vais vous le décliner juste après. Enfin, en toile de fond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut aussi mettre en place un certain nombre d'actions pour pérenniser la vitalité agricole de son territoire. Donc je reviens sur le petit 1, comment on va faciliter l'installation agricole sur du foncier privé. Autour donc de la question de mener une politique foncière. Alors il se trouve que je vous prends l'exemple donc de plusieurs expériences de collectivités. On menait une politique foncière. Alors c'est pareil, à prendre au sens large. Il y a plein d'autres actions que vous devez certainement mettre en œuvre pour travailler à ce moment-là. En tout cas, je vous cite quelques exemples. Ça n'a pas valeur à être exhaustif. La première, elle peut, d'un point de vue réglementaire, protéger et redonner des terres à l'agriculture via les SCOT, via les PLU ou PLUI, et puis aussi via, par exemple, les péans, qui sont des espaces de protection des espaces agricoles naturels. Et donc, en l'occurrence, l'exemple du Conseil départemental de Loire-Atlantique en a créé, initié 3, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a plus depuis, qui viennent identifier des terres et qui viennent, de quelque sorte, les sanctuariser pour pouvoir permettre de les garder avec une fonction agricole. La deuxième, elle est de regrouper du parcellaire. Et donc, pour favoriser des unités plus cohérentes, qui peut aussi favoriser des unités qui vont être proches de la ferme, qui vont permettre de continuer à pouvoir faire notamment du pâturage, des parcellaires qui sera aussi plus facilement transmissibles. Et de cette façon-là, quand la collectivité va initier du regroupement parcellaire, elle va pouvoir permettre de renforcer la cohérence du parcellaire pour pouvoir avoir une activité agricole. Voilà.
Elle peut aussi décider de mettre en réserve des terres. Donc là, on en arrive sur des choses un peu techniques, et notamment, là, j'ai l'exemple de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, qui, avec la région Bretagne et puis le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, a mis en place un système de portage foncier, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée avec les 2 autres partenaires à porter un foncier le temps que des porteurs de projets puissent être disponibles pour pouvoir s'installer sur ces terres. Voilà. Les collectivités peuvent aussi décider de réhabiliter des terres en friche. Donc là, il y a l'exemple de Moëlan-sur-Mer et de l'île de Bréa qui ont actionné 2 leviers différents, qui sont la mise en valeur des terres incultes ou les procédures de bien 100 mètres, qui sont des procédures assez longues et fastidieuses, mais qui peuvent porter leurs fruits, et de faire en sorte de réhabiliter des terres, qu'elles reviennent à l'agriculture. Et enfin, il y a aussi une possibilité, c'est d'agir sur le prix des terres. Il y a plusieurs collectivités, mais notamment la communauté de communes de Côte d'Emeraude, qui prévoit dans son PAT de pouvoir éventuellement faire des préemptions avec l'idée de réviser les prix et de maintenir en fait des prix qui pourraient permettre à des porteurs de projets d'acquérir ces terres-là. Le deuxième point sur le soutien à l'installation, c'est de soutenir directement les porteurs de projets. Alors, on peut avoir des aides directes auprès des porteurs de projets, c'est se mettre dans une posture d'accueil. Voilà, on peut avoir des élus clairement identifiés, référents agriculture, voire des agents. Il y a plusieurs collectivités d'entre vous qui ont des chargés de mission agriculture, chargés de mission alimentation. Alors, de plus en plus avec les PAT, mais même avant même les PAT, certains d'entre vous avaient déjà ces chargés de mission agriculture et qui sont une entrée dédiée et qui dit, ben voilà, quand un porteur de projet est intéressé sur un projet sur votre territoire, je sais déjà à qui m'adresser. Et ces personnes-là, que ce soit un élu et ou un agent dédié à l'agriculture, peut ensuite réorienter ces porteurs de projets vers les acteurs de l'accompagnement agricole. Je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt de faire un diagnostic sur l'activité agricole, un diagnostic foncier, ce qui vous permet ensuite de pouvoir mettre en lien les porteurs de projets avec la connaissance du foncier que vous avez sur votre territoire. Qui mieux que vous, élus locaux, de connaître la présence de terres peut-être disponibles, en tout cas de terres qui puissent être dédiées à des porteurs de projets. Et votre rôle peut être de rediriger ces porteurs de projets vers du foncier disponible. On a vu quelques collectivités qui proposaient éventuellement à des propriétaires fonciers ayant des grands jardins de pouvoir mettre à disposition des parcelles de peut-être moins d'1 hectare qui seraient compatibles avec des projets notamment de plantes aromatiques, par exemple. Donc voilà, ce n'est pas forcément que des terres qui aujourd'hui étaient dédiées à l'agriculture, mais votre connaissance et vos antennes bien dressées peuvent vous permettre d'aider un porteur de projet un peu naïf sur votre territoire. Et puis enfin, vous pouvez l'accompagner directement, et notamment par des exemples auxquels on ne pense pas toujours, mais l'accompagner à trouver un logement sur votre territoire, qui est aussi un facteur de réussite à sa présence sur votre territoire. Plus largement, certaines communes et communautés de communes, et là je pense notamment à Dinan Agglomération, peuvent aussi porter elles-mêmes des actions autour de la transmission des fermes. Je vous rappelais qu'un des objectifs est autour de l'activité économique et de la transmission des fermes, et notamment à Dinan Agglomération, mais d'autres aussi, ont fait appel à des organismes de développement agricole pour mener des actions de transmission. Du porte-à-porte, du repérage des cédants, un accompagnement de ces cédants à comment on transmet sa ferme. Et quand on sait bien transmettre sa ferme, on sait aussi installer des nouvelles personnes. Enfin, notamment des EPCI proposent une aide financière à l'installation. Et voilà, corrélée ou pas avec des modalités et des critères, notamment de durabilité ou d'installation d'agriculture biologique pour certains, ce qui n'est pas toujours le cas. Un deuxième volet est de porter un projet agricole sur du foncier qui appartient à la collectivité. C'est de se dire, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'être proactif, on a du foncier et on veut pouvoir lui donner une destination en lien avec l'agriculture durable que je veux pouvoir promouvoir sur mon territoire. Dans ces cas-là, les collectivités, pour démarrer, peuvent déjà identifier sur les terres qui lui appartiennent, lesquelles pourraient être propices au type de projet qu'elles voudraient développer.
Donc à Lanvallée, par exemple, elle avait une parcelle qui avait été acquise sur un précédent mandat et qui était dédiée à construire une salle municipale. Et là, les élus ont dit, mais c'est plus ça qui est en lien avec notre projet. Et donc, on va souhaiter plutôt rediriger cette parcelle vers un projet agricole. À Langouette, c'est l'ancien terrain de foot qui a été redirigé vers un projet agricole. Et puis, à Vannes essayait depuis longtemps de créer une régie maraîchère pour fournir les légumes de toute sa restauration collective. Elle a dû rediriger, elle, son projet. À défaut d'un terrain suffisamment grand, elle a décidé de ne fournir que les 5 crèches municipales. Que c'est relatif, ça voulait juste dire qu'en fonction de son foncier, elle a réajusté son projet. C'est important de bien connaître les règles d'urbanisme sur ces terres-là et de vérifier s'il y a la possibilité de construire des bâtiments, monter des serres. Vérifier que la qualité agronomique de ces terres aussi est suffisante pour le type de projet qu'on souhaite développer. Vous avez vraiment envie de porter un projet sur votre territoire et sur vos terres, mais vous n'avez pas le foncier nécessaire. Il va falloir l'acheter. Et auquel cas, vous rentrez en concurrence directe avec d'autres acquéreurs potentiels de fermes. Vous n'avez pas, en tant que collectivité, la priorité, mais par contre, vous pouvez vous positionner pour pouvoir acheter des terres. Pour savoir les terres qui sont disponibles, je vous renvoie toujours à votre diagnostic foncier et savoir ce qui est disponible ou ce qui pourrait l'être. Il se trouve que la SAFER propose, elle, un dispositif qui s'appelle Vigifoncier et qui est un dispositif de veille foncière. Malgré tout, elle vous annonce, elle vous alerte sur le fait qu'il y ait une transaction qui est en train de se faire et vous laisse un laps de temps très très court pour réagir. Et donc, d'où la citation de Pascal que j'ai proposée, qui dit il faut être en veille constante, parce que quand ça arrive dans les radars légaux, il faut être en capacité de réagir très vite et peut-être anticiper et bien connaître ce qui est en train de se passer sur son territoire permet d'être un tout petit peu plus réactif. En l'occurrence, acheter du foncier, on a plusieurs exemples ici. Rennes Métropole a racheté une ferme qui s'appelle la ferme de Mérolles, qui est basée sur la commune de Laillé. Auray, qui cherche à acheter des terres, et il se trouve qu'il n'en trouve pas sur son territoire et va acquérir des terres sur la commune voisine. Voilà. C'est original. Et puis Saint-Georges-de-Rétambault qui aussi a racheté une terre, une ferme qui était en train de repartir il y avait un bâtiment d'habitation et donc c'était en train de partir en maison d'habitation et les terres auraient été vendues à d'autres agriculteurs en vue d'agrandissement. Et la commune s'est positionnée pour pouvoir la racheter, maison d'habitation pour loger les agriculteurs et puis de conserver cette ferme avec l'installation de maraîchers. Une fois que vous avez votre foncier, ce serait intéressant après de déterminer qui va porter l'activité. Je vous en ai parlé au moment du sommaire. On a identifié 2 façons de portage. La première, c'est la collectivité porte l'activité agricole, auquel cas, c'est ce qu'on appelle la régie agricole, où elle va faire porter l'activité et donc elle va déléguer la production à quelqu'un qui va s'installer et qui va s'occuper de ce projet-là. L'exemple donc de la régie agricole, le principe, il est, voilà, on va cultiver un terrain communal ou intercommunal avec des agents communaux pour un débouché communal. On est vraiment dans une logique d'autoconsommation. Je vous propose un tableau d'avantages et d'inconvénients pour bien cerner l'intérêt de ce type de projet. L'avantage très fort, c'est qu'il affiche une position symbolique, politique très forte. La commune produit elle-même les légumes que vos enfants vont manger à la cantine. C'est un peu stéréotypé, mais c'est ça. Et c'est très engageant. Elle sécurise l'approvisionnement. Vous êtes sûr qu'en produisant cette production-là arrivera directement jusqu'au repas de la cantine. Elle permet très souvent d'être un support à des actions de pédagogie, des actions de sensibilisation, notamment avec les enfants. Et puis, elle propose un emploi assez original de maraîcher communal qui est rémunérateur, en tout cas. L'inconvénient, c'est qu'il va demander à la collectivité des compétences, des investissements assez novateurs et inhabituels, auquel cas, il faut aussi s'accorder à ces temps-là. C'est de la continuité du projet est tributaire des décisions politiques, hein, au fur et à mesure des mandats, ça peut évoluer. Souvent, la difficulté est de trouver des débouchés pour les productions estivales, hein. Si on plante beaucoup de tomates et qu'il n'y a pas de cantine pendant l'été, qu'est-ce qu'on en fait?
Et puis enfin, les prix de sortie en tout cas de ces légumes-là ne sont pas forcément inférieurs, voire peut-être presque peuvent être supérieurs en tout cas au fait de pouvoir s'approvisionner auprès d'un agriculteur. Je vous montre quelques exemples assez différents de régies agricoles. Donc la première, Vannes, qui existe depuis quelques années maintenant sur une parcelle de 7000 m². Je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle aurait voulu pouvoir produire les légumes de l'ensemble de sa restauration collective et sa surface de terrain lui a la contrainte à réduire aux 5 crèches municipales. Donc là, elle a recruté un agent dédié qui se fait aider au moment des rushs estivaux par le service des espaces verts. Redon, la ville de Redon, elle, depuis maintenant très longtemps, a développé une régie via un chantier d'insertion qui est porté par la commune. Elle produit 80% des légumes de sa restauration collective, donc vous voyez 33 tonnes, ce qui est vraiment important. Et là, ce sont 10 personnes en insertion plus 2 encadrants qui vont pouvoir produire. Donc là, on voit bien qu'on est le mix entre de la production pour sa restauration collective et puis des enjeux sociaux. Et elle répond en tout cas notamment à ces 2 objectifs. Un autre exemple de régie, la commune de Neuliac, en centre-Bretagne, qui, elle, sur un terrain de 100 m², un petit potager en face de la cantine, qui a été repéré par le cuisinier, qui est devenu cuisinier et jardinier, et qui produit 20% des légumes de sa cantine. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas, puisque en fait, ce jardin est lui aussi support à des projets pédagogiques. Elle permet d'avoir une aire de compostage, elle permet d'avoir des légumes que le cuisinier utilise en toute petite quantité, mais qu'il n'achèterait pas justement au vu des quantités, des herbes aromatiques par exemple ou autres. Et donc, elle est, malgré sa surface, considérée comme une régie agricole. Vous voyez qu'on peut aussi ne pas être exhaustif dans la production, mais continuer à être dans les objectifs de la régie. On peut se dire aussi que la régie, c'est quand même très, très engageant et pas mal de communes qui décident de partir sur ce type de projet au fur et à mesure de détricoter un petit peu le projet et puis les avantages et les inconvénients, redirigent son projet vers le fait d'une délégation de la production en se disant que finalement, ça demande peut-être une trop grande prise de risque ou des compétences qui dépassent un petit peu la collectivité. Et auquel cas, la collectivité peut décider de déléguer la production et auquel cas, elle va mettre à disposition ces terres à des agriculteurs qui sont déjà en place ou en cours d'installation, et puis elle va cadrer les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Les avantages, c'est qu'on peut définir vraiment les objectifs et puis on peut se laisser aussi, en tout cas, la souplesse aux porteurs de projet d'apporter aussi ces éléments. La gestion du projet est faite par un porteur de projet professionnel et donc c'est un peu moins engageant pour la collectivité qui, elle, va recruter un agent dédié. Et puis, ça contribue aussi à la création d'activités agricoles, là où les collectivités ne sont peut-être pas forcément dans leurs compétences de créer une production. Attention, des fois, on ne trouve pas toujours le porteur de projet qui répond parfaitement à ses objectifs, d'où la souplesse qu'il faut avoir. Voilà comment ces objectifs-là, petit à petit, peuvent être dévoyés. Voilà, et comment on trouve bien le lien entre ce que souhaite la collectivité et puis surtout la liberté d'entreprendre d'un porteur de projet. J'ai quelques exemples autour de la production. Donc, sur l'exemple de la ferme de Laillé, la ferme de Mérol à Laillé, donc portée et achetée par Rennes Métropole. Donc, Rennes Métropole, petit à petit, a proposé des appels à manifestation d'intérêt pour recruter des candidats qui viendraient s'installer sur ces hectares-là. À Saint-Georges-de-Retambault, donc la ferme qui a été acquise, a permis l'installation d'un couple de maraîchers. L'Envalée, dont je vous parlais tout à l'heure, a installé une maraîchère avec qui elle a contractualisé sur sa production, mais a permis aussi l'installation d'autres activités parce que le terrain était trop important pour la maraîchère au vu de ce qu'elle avait à produire. Donc il y a aussi une horticultrice qui s'est installée et puis des activités associatives et solidaires aussi. Moëlan-sur-Mer a fait le choix de déléguer sa production à une association d'insertion par l'activité économique, donc des jardins de cocagne. Et puis enfin, Redon Agglomération a développé un espace test agricole, c'est-à-dire un espace où des agriculteurs vont venir tester leur activité
avant de pouvoir s'installer après. Donc, c'est vraiment aussi une façon de former et d'encourager à l'activité agricole. Lorsqu'on veut pouvoir déléguer la production, il convient de louer ses terres et donc de définir le contrat approprié. Il y a plusieurs façons de pouvoir confier ses terres à un agriculteur. Je ne vais pas les citer ici. Il y aura d'autres ressources pour pouvoir les prendre, mais en tout cas, on peut aller du simple prêt d'usage qu'on appelle le commodat au bail et qui est beaucoup plus engageant. Et donc, il faut trouver le contrat qui est le plus adapté à ses objectifs et puis surtout vérifier en quoi plus on contractualise, plus on sécurise l'agriculteur, mais plus on verrouille le projet et la collectivité jusqu'à où elle retrouve ou pas la main sur ses objectifs. Voilà, donc c'est trouver vraiment le juste équilibre. Il est important de dire que via notamment le bail rural, on peut y nommer la clause environnementale, rajouter en tout cas des éléments dans ce bail qui viennent intégrer une exigence durable au projet. Et puis on peut enfin, en parallèle de contractualiser sur les terres, on peut contractualiser sur la production. Et dans ces cas-là, on peut conventionner avec le producteur sur le fait de pouvoir lui acheter une partie de sa production pour assurer notamment l'approvisionnement, par exemple, de la restauration collective. Enfin, le troisième façon d'agir sur le territoire, sur l'agriculture dans son territoire, c'est de pérenniser ce qui existe déjà ou ce qu'on a pu initier. Et donc, on a vu deux façons de pouvoir entrer sur ce sujet-là. Un travail autour de sensibiliser, dialoguer et coopérer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs sont présents sur le territoire. Comment faire en sorte de pouvoir les associer aux projets communaux, faire appel à leurs connaissances sur le foncier, faire appel à leurs connaissances lorsqu'on va faire un inventaire des zones humides, lorsqu'on va vouloir classer des haies dans le PLU, être à l'écoute des problèmes, des attentes des agriculteurs, être présent à leurs instances lorsqu'ils vont avoir, par exemple, l'Assemblée générale de la CUMA. Voilà. En étant présent autour d'eux, on a une espèce de dialogue qui permet de pouvoir créer des complémentarités entre la collectivité et les agriculteurs en place. Il y a aussi la possibilité de rémunérer des services environnementaux. Donc là, j'ai l'exemple de Terre de Source qui est porté par le syndicat Eau et Bassin Rennais, Eau du Bassin Rennais, qui a mis en place ce label qui vient labelliser des agriculteurs qui ont des pratiques environnementales jugées vertueuses. Et quand ce logo apparaît sur un produit, le consommateur sait que non seulement l'agriculteur est local, mais en plus qu'il a des pratiques vertueuses pour la qualité de l'eau de ce territoire. Donc les consommateurs peuvent eux aussi encourager ces producteurs-là avec ces pratiques-là via l'achat de leurs produits. Quelque chose de très important aussi, c'est de sensibiliser, d'impliquer les habitants. Alors via les plans alimentaires territoriaux, la partie sensibilisation est très très importante, mais voilà, c'était important de pouvoir le rappeler par différents biais. Donc à Lanvalet, par exemple, ils ont développé sur leur parcelle partie de jardins solidaires. Un exemple qui nous a été fourni par un partenaire, c'est sur le Pays d'Iroise. Le Pays d'Iroise, accompagné par la Chambre d'agriculture, ont créé un guide du vivre ensemble à destination des nouveaux habitants pour comprendre la réalité agricole du territoire. Et puis à Plougarneau, via le PAT, ils ont inventé la fabrique à pâtes, la fabrique à PAT, qui sont des temps d'animation autour de la question agricole et alimentaire. Enfin, pour soutenir l'activité agricole sur son territoire, c'est soutenir les filières locales. Je vous renvoie à un précédent document qu'on a réalisé sur s'approvisionner auprès des producteurs locaux en restauration collective. Vous en voyez l'image en haut à gauche. Voilà. C'est aussi pouvoir faciliter la transformation locale via le soutien aux outils de transformation. Il y a l'exemple de la communauté de communes du Crest-Braise qui a pris des parts dans la SIC de l'abattoir local. Comment encourager la commercialisation en circuit court, permettre à des producteurs d'avoir un local pour faire un marché de producteurs, par exemple. Et puis enfin, comment on peut valoriser les produits agricoles, les coproduits agricoles, notamment autour des matériaux biosourcés, par exemple. Donc un exemple de Réchauffer Communauté autour du chanvre ou de Mouet dans le 44 qui a construit 2 bâtiments publics avec de la paille locale. Je vais très très vite sur ces points-là. On aura l'occasion de pouvoir vous en reparler ultérieurement.
Je finis très rapidement autour des clés pour réussir votre projet et des points d'attention. Je récapitule des choses que je vous ai déjà dit au préalable, mais c'est comment se donner des moyens d'agir, avoir un chargé de mission agriculture, faire appel à des prestataires pour pouvoir travailler sur un diagnostic de son foncier, travailler, impliquer, communiquer sur son projet, la veille foncière, je vous en ai parlé plusieurs fois aussi, travailler à la bonne échelle, varier entre l'échelle intercommunale et communale et comment de l'un à l'autre on passe pour pouvoir travailler en finesse et puis avoir un regard un peu plus global. S'assurer de la pertinence du projet agricole sur les terres ciblées. Voilà, peut-être que la qualité agronomique ou le fait de ne pas pouvoir monter un bâtiment peuvent être rédhibitoires sur l'installation d'une activité sur cette parcelle-là. Faciliter l'accès au logement, je vous en ai parlé très très rapidement et pourtant c'est un levier très très important. Adopter le contrat de location des terres adapté au projet, hein, voilà comment on sécurise le producteur et comment on sécurise aussi les objectifs de la collectivité. Et puis, veiller à contribuer à la viabilité économique des exploitations. Comment faire en sorte que l'installation et les conditions qu'on propose puissent permettre à un agriculteur de la viabilité de son activité. Point de vigilance. Bien agir en complémentarité avec le monde agricole qui peut se demander pourquoi la collectivité vient s'intéresser à l'activité agricole, expliquer quels sont vos objectifs et puis expliquer en quoi vous venez travailler en complémentarité avec les agriculteurs en place. Savoir que certaines procédures sont longues et fastidieuses, je pense notamment aux terres incultes et aux biens sans maître. Connaître bien les règles d'urbanisme. Vérifier l'accès au réseau aussi, voilà. S'il est compliqué de faire arriver l'eau sur une parcelle, peut-être que ça peut être rédhibitoire sur un projet. Être vigilant sur les risques de qualification au bail rural. J'en ai pas parlé jusqu'avant, mais effectivement, on peut prévoir de mettre à disposition gratuitement une parcelle, mais vérifier comment, en amont, elle peut être requalifiée ou pas. Et enfin, proposer un contrat qui respecte vraiment l'autonomie de décision du producteur. Ne pas trop verrouiller les choses, même si vous avez des objectifs ambitieux. L'agriculteur est un entrepreneur qui doit aussi pouvoir avoir son autonomie de décision et trouver un juste équilibre. Pour conclure, on a déjà des documents qui ont parlé de ces sujets-là. Le premier donc je vous ai évoqué, on voit le gros 17, donc c'est vraiment comment permettre de travailler sur les approvisionnements bio et locaux en restauration collective. C'est déjà un document qu'on a et qui est à votre disposition sur notre site internet. Le deuxième au milieu, c'est élus, agriculteurs et habitants, comment coopérer et vivre ensemble, qui rappelle aussi tous les liens qu'il peut y avoir entre agriculture et territoire. Et puis enfin, et là c'est vraiment l'occasion de pouvoir vous le présenter, toutes les ressources que je vous ai présentées sont issues d'un travail que nous venons de terminer autour de la réalisation d'un nouveau document sur cette question de l'activité agricole sur vos territoires, qui est chez l'imprimeur et qui va arriver d'ici quelques semaines dans les boîtes aux lettres de toutes les collectivités, adhérentes ou non adhérentes, et qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin sur tout ce que je viens de vous présenter en quelques minutes. Et enfin, il y a une multiplicité d'acteurs qui peuvent vous accompagner et qui sont aussi référencés dans le document que vous allez avoir. Je suis été beaucoup plus longue que ce qui était prévu. Je suis désolée. En tout cas, sur le site internet, vous avez encore tous les retours d'expérience qui m'ont servi à pouvoir produire ce diaporama-là. Donc, je vous encouragerai à aller le voir aussi. Et puis maintenant, je suis disponible pour vous écouter et répondre à vos questions. Est-ce que vous en avez? Oui, Guénaël, ouvre ton micro et puis je t'écoute. Gwenaël. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette présentation. D'un point de vue pratico-pratique, hein, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de Plessé avec le principe de cartographier les parcelles agricoles. Comment ils ont fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Plessé qui est ici et qui veut bien répondre? Il me semble que j'en ai vu. J'en C'est ai vu un possible. traîner tout à l'heure. Ou sinon, je les Ouais. contacterai, ils ne doivent pas être très loin de chez Ah moi. si, j'entends. Moi, je suis là. Je suis en train de prendre mon café. Bonjour à tous. Salut Thierry. Salut. Eh ben, du coup, notre PAC, politique agricole et alimentaire communale, pour ça, on est accompagné par Juliette, qui est aussi dans l'assistance de CAP 44. D'accord. Et qui est, Ok. c'est un organisme, un des organismes un couteau suisse qui nous aide vraiment, vraiment beaucoup pour notre PAC.
Donc, c'est peut-être plus Juliette qui sera, si tu es d'accord, Juliette, de prendre la parole, d'expliquer Non, un bah, petit peu la démarche. on a rencontré Cap44, mais je pensais que c'était un outil informatique où tu faisais mettre tes petites zones et tout ça. Mais OK, c'est via le Cap44. Ouais, OK. Oui, je ne sais pas si c'est le moment de détailler là. Bonjour, vous m'entendez? salut Juliette. Oui, je m'excuse, je m'étais éclipsée 2 minutes. Alors, la question, c'était par rapport à la cartographie du foncier, c'est ça? C'est cela, oui. Ouais. Alors, moi, j'ai pas le détail. Je suis arrivée juste après ça. Je pense que ça a aussi été fait. Enfin, de toute façon, il y a un travail aussi qui avait été fait avec la Chambre d'agriculture au niveau de la Comcom. Nous, on a surtout travaillé sur la précision de la cartographie de la production, en fait. Quels sont D'accord. les producteurs, pouvoir les identifier, faire une vraie cartographie, pouvoir un petit peu préciser le diagnostic production. Et après, nous, on travaille principalement à l'animation au niveau local, l'animation installation-transmission et l'animation du comité en fait qu'on appelle le groupe Avenir Paysan qui travaille sur les thématiques foncières, installation-transmission et qui organise des événements grand public aussi pour faire découvrir le patrimoine agricole. Voilà, je fais très court, mais je pense qu'on pourra en reparler. Ce sera l'occasion peut-être effectivement qu'on revienne vers la commune de Plessis, de voir comment elle a construit peut-être cette partie cartographie. Ça renvoie un petit peu à ce que je vous disais autour de la partie diagnostic et identification des besoins. Et voilà, il y a le côté diagnostic foncier et puis diagnostic, qu'est-ce qui se passe sur ces terres-là et puis qu'est-ce qui est produit. Et puis là, ça rejoint aussi le fait qu'il y ait voilà, pas mal d'acteurs qui peuvent graviter autour des collectivités sur la question d'accompagnement. Effectivement, la Chambre d'agriculture, en tant que chambre consulaire, va avoir à disposition un certain nombre d'informations. La SAFER a aussi des informations. Et puis comment, avec les organismes de développement agricole, type Cap44 et autres, qui viennent mettre en corrélation ces données brutes avec un projet de territoire en face pour pouvoir y décliner les actions que vous voulez mettre. Est-ce que Guénaël, Merci pour ces éléments. Ok. Je vois une autre question dans le chat. Comment une collectivité peut accompagner les exploitants sur leur approvisionnement en eau? Est-ce que vous avez envie, M. Guano ou Mme Guano, de prendre la parole pour poser votre question, ou est-ce que ça vous suffit de la façon dont j'ai juste traduit votre question? Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend très bien. J'ai Oui. parfois des problèmes de micro. Oui, c'est bon? C'est bon. Oui, oui, très bien. Bonjour à tout le monde. Oui, alors ma question, en fait, on a créé un groupe de travail avec les agriculteurs et la Chambre d'agriculture de notre territoire. Et nous sommes confrontés, donc nous sommes la commune de Crossac qui est située en bordure du PNR de Brière. Donc c'est un marais dont les eaux subissent malheureusement les conséquences du dérèglement climatique et une remontée de salinité très forte qui oblige les agriculteurs à changer leurs pratiques et à s'approvisionner sur des mares qui leur demandent énormément de transport pour ramener de l'eau vers les marais. Et donc, on a de plus en plus de demandes sur des implantations de compteurs herbagés. Mais j'avoue, je ne connais pas du tout les procédures pour ces compteurs-là. Et on est confronté aussi un petit peu au questionnement du partage de l'eau sur notre territoire et des décisions qu'il va falloir prendre justement pour accompagner au mieux les exploitants quand même, quoi. Ouais. Là, c'est vrai que la question est assez technique. Moi, je ne vais pas avoir cette réponse-là, mais je sais que la question de la qualité de l'eau fait partie un des objectifs principaux qu'ont les collectivités lorsqu'elles veulent agir sur la question agricole. En tout cas, c'est comment on va préserver des aires de captage. D'ailleurs, il y a récemment des arrêtés qui sont sortis sur le fait qu'il y ait un droit de préemption sur les aires de captage pour les collectivités autour de ces questions-là. Donc, c'est des choses qui peuvent un peu être gravitées. Hier, notre collègue Maïwen a organisé une rencontre autour de la gestion du bois et des haies, et notamment sur une aire de captage. Et donc, dans pas très longtemps, elle va éditer une fiche expérience sur notre site sur cette question-là aussi. Après, c'est vrai que là, ce sont des questions techniques et comment se rapprocher des organismes qui peuvent accompagner, notamment l'Ambrière, ça fait partie des fameux PAN dont je parlais tout à l'heure. Non, les communes voisines sont engagées dans des PAN, mais nous n'en faisons pas partie.
D'accord, donc ça rapprocher un petit peu de ça aussi. Quand on a des territoires, enfin, on a une grosse surface de la commune qui est en Natura 2000, donc avec des contraintes très fortes en termes d'aménagement. Ouais. Là, c'est vrai qu'on sort, voilà, c'est comment on a la confluence entre la question environnementale et la question agriculture aussi. À moins que, si quelqu'un a la réponse, il peut la donner. Voilà. Sinon, je vois. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui lève la main, c'est Guénaël aussi. Voilà, Guénaël, vas-y. Oui, juste pour faire une remarque, tout à l'heure, tu évoquais les bails ruraux. Alors, en effet, ça peut être mis en place quand la commune acquiert du foncier. Par contre, il y a quand même une complexité, c'est quand on a des terres avec des bails ruraux sans conditions environnementales, qu'on souhaite faire levier et passer avec des conditions environnementales. C'est un peu plus complexe, hein. Il y a le cas pas trop loin de chez nous, là, à Safré, où en fait, du fait que le terrain était exploité, ils n'ont pas pu avancer comme ils ont voulu pour mettre ces notions environnementales. Donc après, ça dépend comment la SAFER du secteur est ouverte à l'échange. Ce que j'en ai compris, c'est qu'en Ille-et-Vilaine, il y avait un peu plus d'ouverture, hein. En Loire-Atlantique, c'est un peu plus tendu. Donc voilà, c'était juste une info comme ça. D'accord, c'est entendu. Effectivement, il y a des disparitions, c'est assez disparate au niveau des territoires. Ouais. Il y a des communes qui retravaillent justement en faisant un peu leur diagnostic foncier, qui repèrent aussi tout ce qu'elles ont et tout ce qui est loué et de quelle façon, quel type de contrat, et qui peuvent faire un gros travail de requalification. Effectivement, il faut que, en contrepartie, la personne qui soit aussi sur ce contrat-là soit d'accord de devoir intégrer ces exigences durables. En effet. Ouais. Je vois Claire Amil du PNR Armorique qui porte notamment PAT sur son territoire, qui donne des éléments sur comment avoir de la donnée brute pour pouvoir mieux connaître et mieux faire les diagnostics. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Après, effectivement, il faut aller creuser voilà, le cadastre, les PLU ou des sièges agricoles quand ils sont connus. Voilà, donc effectivement, pour mieux connaître son territoire. En effet. Et en effet, toutes ces données-là sont comprises dans les diagnostics des PAT, d'où l'intérêt et le zoom que je faisais tout à l'heure sur le fait que la première approche en parlant de ce projet-là, c'est de se rapprocher des chargés de mission PAT que vous avez sur vos territoires. A priori, j'ai l'impression que toutes les communes sont couvertes par des PAT, que ce soit à une échelle intercommunale ou de pays, et donc de se rapprocher des PAT pour savoir déjà tous les diagnostics qui ont été faits, et puis de tricoter ensuite son projet autour de ça. Ah non, Guénaël, pas de PAT. Bon, il va falloir s'y mettre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelqu'un vous prendre la parole? Guénaël, tu veux dire quelque chose? Non, du coup, j'ai posé une question tout à l'heure, mais je me suis absenté 2 minutes 30, et il y a longtemps. Est-ce qu'il y a des expériences de PAT, non pas à l'échelle EPCI, mais à une échelle multicommunale, hein, où une partie des communes souhaitent avancer, de l'EPCI souhaitent avancer, mais pas toutes les communes de l'EPCI. On a ça ou pas? Alors moi, de ce que j'ai vu, j'ai regardé, la plupart des EPCI sont portés à l'échelle la plupart des PAT sont portés à l'échelle d'une EPCI. Ah, oui. Certains sont plutôt à des échelles plus larges. Ouais, il y a le PAT Bretagne Centre où là, c'est animé par la Chambre d'agriculture sur 5 APCI. Donc, il y a le parc naturel d'Armorique, dont Claire Amil est présente, qui porte sur 8 EPCI. Alors, on est plutôt sur des échelles plus larges. Et il se trouve qu'il y a 2 PAT qui sont communaux, qui sont Plougarneau et l'île de Bréa. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait... Claire, vous voulez prendre la parole? Peut-être que vous pouvez compléter avec votre casquette. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si, très bien. Oui, c'est bon, ok. Je pense que ça va être compliqué d'avoir une échelle juste en dessous le PCI, parce qu'il faut vraiment un porteur institutionnel qui va le mettre en œuvre. Et au vu également des infos qu'on a au niveau de la DRAF, des futurs financements à venir sur les PAT ou autres, je ne suis pas sûre qu'ils iraient sur des porteurs type ASSO ou autres. Après, les PAT, ce n'est qu'une
une coquille dans laquelle vous pouvez mettre n'importe quel projet. Si jamais vous êtes à plusieurs communes structurées pour avoir des objectifs communs et des choses à apporter ensemble sur l'agriculture et l'alimentation, vous pouvez vous appeler projet alimentaire intercommunal ou autre, mais en tout cas sur des financements par la DRAF, je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup sur des nouveaux porteurs autres. Ouais. Ok, merci. Et puis le J'arrête avec mes PCU, en questions. tout cas plus large, permet d'être quand même l'échelle qui permet. Après, c'est comment, en l'absence ou avec un PAT, mais comment les communes peuvent, elles, s'alimenter par ce qui existe de par leur PAT, mais créer leurs propres projets. Là, les projets que j'ai pu présenter, à chaque fois, ils sont principalement portés par des communes, sous couvert d'une collectivité qui a un PAT. Mais en tout cas, elle redéfinit à son échelle un projet avec son foncier ou une action sur son territoire, quoi. Donc en fait, il faut trouver peut-être la déclinaison. Le PAT, il est quand même un cadre qui peut le permettre aussi. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres réactions. On va peut-être dans ces cas-là clore. On a encore 2 visios qui sont proposées dans 15 jours et dans un mois. Alors, sur toute autre question, hein, puisque la prochaine fois, dans 15 jours, on se retrouve avec les Luc Guichin qui nous parlera de la commercialisation de logements dans un lotissement. Et puis, dans un mois, on va retrouver donc Rosane qui était à la manœuvre au début pour nous parler de la gestion de l'eau en temps de sécheresse. D'ici là, on reste à votre disposition, nous les chargés de développement, pour parler de ces projets-là à l'échelle de vos communes et collectivités. À très bientôt. Merci.